Bien sûr, qui va tirer son épingle du jeu dans cette histoire-là? On le voit bien au niveau des psychothérapies, par exemple, mais on pourrait prendre aussi l'enseignement, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont ceux dont la manière de fabriquer du savoir ou la manière d'accomplir un acte de soin se trouve le plus technique, le plus compatible, le plus soluble dans cette pensée du droit et des affaires. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, en gros, ça vient modifier le paysage hiérarchique des savoirs et le paysage hiérarchique, si vous voulez, des pratiques professionnelles. Plus c'est technique, plus c'est formel, plus c'est quantifiable, si vous voulez, davantage, bien sûr, c'est mis en valeur. Et donc c'est un peu comme ça qu'on voit aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la santé, eh bien les figures de proue de la rationalité médicale, ça va être du côté de l'épidémiologie, ça va être du côté des économies de santé, ça va être du côté de tout ce qui est technique, tout ce qui est imagerie médicale, etc. Ce sont des choses formidables, c'est pas le problème, c'est pas ça. Simplement, si vous voulez, la place qu'ils occupent dans la hiérarchie des disciplines médicales n'est pas déterminée par la qualité du savoir qu'ils apportent ou par la qualité des améliorations des pratiques qu'ils permettent, mais uniquement parce que, en gros, c'est une affinité élective entre les critères très formels, les critères très économiques, les critères très quantitatifs, et puis ceux qui fondent justement ces savoirs, ceux qui fondent ces disciplines. Quelqu'un comme le philosophe Jean-François Lyotard l'avait tout à fait anticipé. Dans un rapport en 1979, il avait montré justement, à propos des universités, rapport qui lui avait été demandé par l'Agence académique du Québec, il avait montré justement que on était en train de changer les modes de constitution du savoir. On était de moins en moins dans un savoir par le récit, par le discours, par la parole, et toujours davantage par un savoir par l'information. C'est très important ça, l'information. Parce que l'information, elle est quantifiable d'une certaine manière. Et il disait de manière tout à fait visionnaire, si vous voulez. Moi, j'ai essayé de développer, comme vous savez sans doute, dans mon livre La dignité de penser, justement cet aspect des choses, n'est-ce pas? Et il avait essayé de montrer que, du coup, il avait dit en quelques lignes, mais que, du coup, si vous voulez, cela allait faire en sorte que le savoir devait être traduit en langage de machine, et que tout ce qui n'était pas traduisible en langage de machine, eh bien, allait tomber, pourrait-on dire, dans l'ombre justement de la valeur sociale. Et c'est là où on voit bien comment l'évaluation aujourd'hui, n'est-ce pas, est en quelque sorte l'utilité sociale que les services professionnels donnent, mais utilité sociale non pas en termes de rendre service aux patients, ou rendre service aux étudiants, ou rendre service aux citoyens, mais en termes de utilité idéologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en quelque sorte, dans la manière de penser, dans la manière de soigner, dans la manière de juger, dans la manière d'informer, se trouve le plus en phase avec une idéologie néolibérale, pour l'appeler par son nom, c'est-à-dire effectivement, n'est-ce pas, cette idée que le monde n'est rien d'autre qu'une immense marchandise, et marchandise financière d'ailleurs, c'est même pas une marchandise à consommer, c'est davantage des produits spéculatifs. On est donc là dans la promotion de ce que j'appelle un homme subprime d'une certaine manière, vous voyez, c'est-à-dire un homme tout à fait, encore une fois, virtuel, artificiel et fallacieux. On revient à ma petite histoire des deux Francis. Donc je crois que c'est ça qui est important.